Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Salut! Ça va bien? Ça va toi? Très bien aussi. Nous allons parler d'un article que vous avez publié sur la décision de la Caisse sur l'usage de l'intelligence artificielle à la commission scolaire Val-des-Serres et qui amène un regard qui est préparatoire à l'application de la loi 64 qui va modifier bien des éléments. Puis cette décision-là est très intéressante parce qu'elle vient poser quelques balises et, à mon avis, d'un point de vue technologique, beaucoup de questions. Donc, je vais te laisser donner le contexte, puis on va descendre ensuite les différents points. Parfait, oui, effectivement, c'est une décision qui est peut-être passée un peu inaperçue là, parce qu'elle a été sortie juste avant les fêtes, et donc on n'était peut-être pas tout le monde arrivé à nos écrans là, pour analyser ces nouveaux textes juridiques-là. C'est une décision qui a été rendue par la Commission d'accès à l'information concernant l'utilisation d'un algorithme d'intelligence artificielle par un centre de services scolaires, là, anciennement nommé des commissions scolaires. Puis, cette décision-là, ou du moins, qui fait suite à une enquête effectuée par la Commission d'accès à l'information, enquête qui fait suite à la publication d'un article qui a été publié dans la presse en 2018 concernant un partenariat entre une commission scolaire et des spécialistes d'analyse de données d'un cabinet comptable qui avait développé un algorithme d'intelligence artificielle capable de prédire le risque de décrochage scolaire auprès d'élèves de 6e année en analysant là, une panoplie de facteurs les concernant. Donc, on parle ici d'un algorithme d'apprentissage automatique qui a analysé une base de données qui a été fournie par la commission scolaire pour générer des indicateurs prédictifs qui peuvent ensuite être utilisés par la commission scolaire sur toutes ces cohortes d'élèves pour identifier quels élèves pourraient être plus à risque de décrocher. Donc ça, c'est si on veut l'objet d'étude là, sur lequel la décision s'est portée. Puis ce qui est intéressant, comme tu l'as mentionné, c'est que la CAI a un peu pris les devants. On sait qu'on a une grande réforme des lois de protection des renseignements personnels dont on a énormément parlé là, au Québec, là, qui réforme tant le secteur public, donc les organismes publics, dont sont les commissions scolaires, les centres de services scolaires sont des organismes publics, que les entreprises au secteur privé. Donc, ce projet de loi 64 là, qui a été adopté, loi 64, loi 25, là, on a chacun notre terminologie. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs enseignements dans cette décision-là qui jettent un éclairage sur comment on va interpréter ces nouvelles obligations-là et en plus, comment on va les interpréter dans un contexte d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une décision intéressante. Très varié, effectivement. Il amène plusieurs éléments. On va commencer avec tout le volet anonymisation et dépersonnalisation parce que celui-ci est clairement décrit dans la loi, en tout cas clairement. D'un point de vue juridique, il est écrit dans la loi. D'un point de vue technologique, on peut toujours questionner sur le fait qu'il est bien décrit. Dans ce cas-ci, la commission d'accès vient trancher de façon assez brutale sur le fait que les données qui ont été utilisées dans ce cas-ci ne sont que dépersonnalisées et ne sont pas anonymisées. Donc, à ce moment-là, demeure dans la portée de la loi. Exactement. On a une nouvelle distinction qui s'introduit dans notre cadre juridique au Québec là, entre des renseignements qui sont dépersonnalisés, qui demeurent assujettis à la loi, puis des renseignements anonymisés qui, eux, sont exclus du champ d'application des lois de protection des renseignements personnels. Puis on a une définition pour chacune. Et là, le casse-tête que les juristes puis les gens en sciences des données ou qui sont dans l'analytique c'est de déterminer, est-ce que certains ensembles de données, est-ce que c'est anonymisé ou est-ce que c'est simplement dépersonnalisé? Dans ce contexte-ci, le centre de services scolaires avait donné accès à une base de données qui contenait différents renseignements pour entraîner cet algorithme-là, puis avait retiré 80 types de données différents de cette base de données-là, qui au départ était une base de données avec le nom des élèves, leur matricule, des notes et tout ça. Donc, ce qui avait été retiré, c'est notamment des noms, des adresses, tout ce qui est adresse, courriel, numéro de téléphone, nom d'utilisateur. Donc, 80 types de ces données-là ont été retirés pour générer une base de données qui, on aurait pu sembler anonymisée, si on veut, mais la Commission d'accès à l'information a dit, ça, c'est des données dépersonnalisées, parce que c'est pas irréversible ce que vous avez fait. Vous seriez capable, vous, commission scolaire, éventuellement,
avec les autres données que vous avez ou que vous récoltez au fur et à mesure, d'identifier quelqu'un dans cette base de données-là. Donc, l'affaire est réglée. On passe à la prochaine étape de l'analyse. C'est des renseignements dépersonnalisés, donc c'est des renseignements qui demeurent assujettis à la loi. J'ai compétence pour trancher là-dessus. On va plus loin. Je pense qu'on aurait peut-être aimé ça, de notre côté, avoir un petit peu plus de chair autour de l'os là, pour savoir jusqu'où se trace la ligne entre une base de données anonymisée versus dépersonnalisée. On sait que la définition de renseignements anonymisés, c'est des renseignements qui permettent plus l'identification d'un individu directement ou indirectement de façon irréversible, mais il y a quand même une notion de raisonnabilité dans cette définition-là qui a été ajoutée. Donc, ça demeure difficile de savoir le critère de raisonnabilité dans la définition et qu'est-ce qui vient changer concrètement, parce que pour l'instant, il semblerait que dès lors que ce n'est plus impossible d'identifier quelqu'un, ben on est dépersonnalisé. Donc, ça, c'est une des premières leçons qu'on peut tirer de la définition. Un critère effectivement très élevé parce que dans l'absolu, quiconque dont le producteur, dans ce cas-ci, la commission scolaire, c'est sûr qu'ils vont être capables de réidentifier l'information parce qu'ils ont suffisamment d'indicateurs qui leur permettent de remonter ça. Mais là, c'est savoir. Puis moi, en tant que technologue, c'est qui aurait pu le faire. Puis disons, si c'est juste un individu, c'est tel que tel. Là, je crois que c'est raisonnable de croire que là, il y a plus du côté d'anonymisation. S'il y a juste un individu, si l'ensemble de la planète est capable de renverser, mais là, à ce moment-là, on est plus du côté de la dépersonnalisation, mais c'est ce critère-là, pour moi, qui est littéralement absent de ça, puis justement, qui donne aucune balise. Oui, puis bon, c'est intéressant de voir que déjà la Commission d'accès à l'information interprète ces nouvelles dispositions-là, donc on peut se réjouir de cela et voir peut-être que dans le futur, on va y avoir davantage de décisions, de documents qui vont permettre d'avoir certaines balises, parce que pour l'instant, c'est des zones très, très grises pour les organisations. En tout cas, bref, la portée de la loi demeure, selon le jugement, cette décision-là très, très large parce qu'il y a énormément de données qui vont tomber sous sa portée. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Le second élément d'analyse, c'est la fin compatible. Ça, c'est très intéressant parce que là, ça l'amène une certaine forme de légitimité dans ce qui s'est passé par ce que la commission scolaire a fait. Oui, c'est intéressant, la notion de fin compatible qui est un critère existant dans la loi sur le secteur public, la loi sur l'accès, puis qui a été introduit dans le privé par la loi 64 dans cette réforme-là. Donc, qui va être un critère qu'on va retrouver dans les deux régimes, qui permet d'utiliser des renseignements personnels qu'on a déjà recueillis pour une finalité au départ de la collecte, à les utiliser à une nouvelle finalité qui est compatible avec les fins première. Puis pour que ce soit compatible, il faut qu'il y ait un lien pertinent et direct entre les fins de la collecte et la nouvelle fin. Et ça, c'est une analyse juridique, une analyse des circonstances même de chaque nouvelle utilisation qui doit être faite. Dans ce contexte-ci, qui a été déterminé, c'est que la Commission d'accès à l'information va nous dire que le développement d'un algorithme visant à identifier des élèves à risque de décrochage scolaire en utilisant une panoplie de données qu'une commission scolaire recueille sur les élèves tout au long de leur parcours académique, constitue une fin compatible avec les objectifs généraux qu'une commission scolaire a lorsqu'elle recueille des données sur les élèves, c'est-à-dire améliorer leur performance scolaire ou du moins soutenir leur réussite scolaire. Donc, on peut voir aussi que la notion de fin compatible, elle a une interprétation qui n'est pas si étroite que ça. Ça peut, si ça s'inscrit, une utilisation plus spécifique qui s'inscrit dans un objectif général plus large peut fonctionner. C'est pas obligé d'être vraiment là, on fait quelque chose de X, puis on peut aller à Y, là, on peut se rendre jusqu'à Z aussi. Donc, c'est assez intéressant de voir cette notion-là, puis ça va permettre, si cette jurisprudence-là se développe sur la notion de fin compatible, qui est une jurisprudence qui n'est pas très développé, malgré le fait que c'est un critère qui existe dans le secteur public depuis quand même quelques années. Ça va peut-être permettre de donner plus de clarté aux organisations sur qu'est-ce qu'elles peuvent faire sans consentement avec des données qu'elles détiennent déjà. Ben, c'est ça, sans consentement supplémentaire, parce que le consentement était déjà là, mais c'est justement, moi, ce que j'en retire de ça, c'est tout le volet que si c'est dans la mission de l'organisation, si la collecte est dans la mission de l'organisation, donc le consentement a été fait dans cette mission-là, il y a une continuité claire qui vient d'être énoncée.
bon, on va voir avec le temps, c'est une jurisprudence, ça va évoluer, mais donne beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de souplesse à l'usage, comme ça, contrairement au premier élément qui, au niveau anonymisation, personnalisation, lui, a fermé ça complètement de l'autre côté. Puis l'élément qui, moi, m'intrigue davantage, c'est le troisième point d'analyse. Avant ça, j'ajouterais un élément qui est quand même intéressant à revenir sur la notion de fin incompatible, c'est que cette exception-là vise les utilisations à l'interne. L'organisme utilise les données qu'il détient déjà à des nouvelles fins, puis elles doivent être compatibles. Puis il y avait une certaine incertitude à savoir est-ce que cette utilisation-là peut être effectuée par un prestataire de service pour le compte de l'organisme? Puis ici, c'est exactement la situation qu'on a. Même si la commission d'accès à l'information ne l'a pas précisément mentionné, c'est pas la commission scolaire qui l'a développé elle-même, l'algorithme d'intelligence artificielle, c'est une firme de consultants, une firme comptable. Et donc, on peut voir ici que cette exception-là a été utilisée pour une utilisation qui était effectuée par un fournisseur pour le compte de l'organisme principal. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à mentionner parce que ça vient répondre à une question qu'on avait depuis plusieurs mois. Oui, ben je pense une acceptation de la commission que la plupart des organisations font faire avec beaucoup de sous-traitants. C'est tout le volet de sous-traitance qu'on voyait dans les RGPD, entre autres, qui est très maintenant bien maîtrisé, qu'on va voir comment les effets au niveau de la loi québécoise, comment celle-ci va se répercuter et comment ça va suivre et comment tout ça se fait effectivement très, très pertinent. Et pour revenir au point que moi, je trouve vraiment le plus crunchy et qui m'a été le plus difficile à comprendre dans l'ensemble parce que il n'est pas... c'est pas naturel, en tout cas, du moins pour moi, d'avoir vu ça. Et ça je le dis comme je le comprends, puis je vais te laisser aller avec... C'est que les données inférées, donc les données, une fois que l'algorithme est entraîné, les données qu'on envoie dans l'algorithme, les données qui sortent sont de nouvelles données et qui doivent être de nouveau autorisées et donc avoir un consentement sur celles-ci. Donc, cette idée-là de création de nouvelles données est, en tout cas, un peu très abstraite d'ailleurs. Oui, c'est une analyse assez intéressante. Je pense que c'est probablement le principal point à retenir de cette décision-là. C'est que l'algorithme a été développé par la commission scolaire sur la base de données existantes. Et le but de cet algorithme-là, c'est de générer des indicateurs prédictifs du risque de décrochage scolaire qui peuvent être ensuite utilisés sur d'autres données générées par d'autres cohortes d'élèves. La CAI a considéré que les indicateurs prédictifs, donc qui sont donc des données inférées à partir d'autres données, mais qui sont produites par l'algorithme lui-même, sont des renseignements personnels parce qu'ils peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres informations que la commission scolaire a sur les élèves et donc peuvent faire partie de ce tout qui est un renseignement personnel. Et donc, ils sont assujettis à la loi. Et là, la prochaine étape de la réflexion, c'est de dire, s'ils sont assujettis, c'est des renseignements assujettis à la loi, est-ce qu'ils respectent les critères de la loi pour leur collecte, leur utilisation et tout ça? Et la CAI nous dire que la production même de ces indicateurs-là par l'algorithme constitue une nouvelle collecte de renseignements par la commission et donc que cette nouvelle collecte-là doit se conformer aux critères de la loi. Et donc, dans ce contexte-ci, avec la loi sur l'accès, on parle du critère de nécessité qui est prévu à l'article 64 et l'obligation d'information également qui est prévue à l'article 65. La conséquence concrète, ça a été que la CAI a ordonné à la commission d'informer, dans ce cas-ci, les parents des élèves, les élèves étant les personnes concernées, d'informer les parents du projet qui a été développé, du fait que les renseignements personnels des enfants ont été utilisés dans le cadre de ce projet-là, du fait que l'analyse de ces renseignements-là par l'algorithme a permis de créer des nouveaux renseignements personnels sur ces élèves-là, les indicateurs, et que ces indicateurs-là sont utilisés par la suite pour lutter contre le décrochage scolaire. Et la CAI a également demandé d'informer les parents des catégories de personnes, donc les employés au sein de la commission scolaire qui pourraient avoir accès à ces renseignements-là, et du droit d'accès et de rectification des individus. À cet égard-là, sur le dernier point,
je ne suis pas trop certain de l'analyse, là, le droit d'accès et de rectification à l'égard des données inférées, ça peut être quelque chose qui peut être assez difficilement applicable en pratique parce que les données inférées sont des renseignements personnels, bon, dans la mesure où elles sont mises après ça en combinaison avec d'autres renseignements, mais en elles-mêmes, c'est un indicateur qui est une donnée qui n'est pas personnelle. Mais donc, on voit ici qu'il y a une nouvelle tranche d'obligations. Ce sont les mêmes obligations, mais qui arrivent à un nouveau moment quand on utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour générer des données inférées et que ces données inférées-là constituent des renseignements personnels. Eh bien, il va falloir se conformer aux critères de la loi pour recueillir ces renseignements personnels-là. Je pense que c'est une conclusion très importante qui peut avoir des conséquences dans bien de types d'utilisation d'intelligence artificielle et qui va sûrement causer des casse-têtes parce que c'est pas évident là, de déterminer quand est-ce que cette nouvelle collecte-là, elle se situe, puis comment est-ce qu'on fournit l'information qu'il faut, puis même dans le contexte de l'intelligence artificielle, souvent, on ne le sait pas, c'est quoi les nouveaux renseignements qui vont être générés, c'est quoi les données qui vont être générées par l'algorithme, on ne le sait pas toujours. Comment on va les utiliser dans le futur, on ne le sait pas toujours, donc c'est difficile de prévoir ça en amont. C'est sûr que là, cette notion de nouvelle collecte-là, qui entraîne une série d'obligations, elle va être difficile à mettre en pratique. Elle va être particulière, puis moi je regarde toujours avec ma lorgnette TI. Je trouve ça très particulier, ça va être très difficile de réussir à faire quelque chose qui fait du sens. Je le vois comme un ajout d'un attribut à un individu, fait que dans le terme TI, ça se comprend, mais c'est un attribut qui est d'une donnée personnelle, c'est-à-dire c'est comme si on m'ajoutait un nouveau nom, on m'ajoutait une nouvelle caractéristique qui incidemment m'appartient aussi. Puis je pense pas que la décision de justement la propriété, parce qu'elle devient personnelle, donc si elle est traitée comme ça, elle devient mon attribut, donc incidemment elle m'appartient. Donc dans ce cas-ci, j'ai tout droit, et comme justement tu mentionnes, de droit de rectification, ben ça veut dire que j'ai le droit de l'avoir, cette donnée-là aussi. Il y a comme une zone, je sais pas si ils ont mesuré tous les impacts ou ce que ça va avoir, mais moi, je vois une panoplie de problèmes. Les parents vont demander de voir ces indicateurs-là parce que, incidemment, ils appartiennent à leurs enfants parce qu'ils ont été autorisés. Bref, c'est comme ça demeure flou, même si tu me l'as quand même expliqué assez bien, puis j'ai réussi à comprendre. Je sais pas les ramifications que ça va avoir dans l'avenir, cette décision-là, ce volet-là de la décision. Là. Oui, ce qui est particulier aussi, c'est que bien que la CAI a interprété des dispositions qui ne sont pas encore en vigueur, d'une certaine manière, là, entre autres avec la notion de renseignement anonymisé, renseignement dépersonnalisé là, qui rentre en vigueur en septembre prochain, il n'y a pas eu de commentaires sur le nouveau régime pour la prise de décision automatisée. Parce que ça, c'est un peu la nouvelle disposition qui est encore de l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle constitue un traitement automatisé de renseignements personnels. Donc, c'est un peu là que le législateur est venu intervenir pour dire, mais pour les décisions, il va falloir informer les gens, il va falloir donner les raisons, les facteurs qui ont été pris en considération. Là, ici, on voit que il semble y avoir une volonté de ne pas nécessairement aller là, peut-être parce que c'est un régime qui est nouveau, qui n'est pas en vigueur, ou peut-être aussi parce que c'était pas très clair s'il y avait une décision qui était prise, ou si c'était juste on génère des indicateurs, puis ensuite on utilise ces indicateurs-là, mais on ne fait pas nécessairement une décision sur les individus au moment de générer des indicateurs, en tout cas. Mais de voir que, par contre, les obligations générales de la loi, l'obligation d'information, l'obligation de consentement, elles ont été analysées été analysées pour un système d'intelligence artificielle et donc il va y avoir beaucoup d'obligations éventuellement quand on va utiliser ce type de système-là. En plus, on doit également donner un droit d'accès, un droit de rectification à une liste d'indicateurs. Puis là, il y a toutes les questions de secrets commerciaux qui peuvent rentrer en ligne de compte également. C'est sûr qu'il y a il y a une charge normative très élevée là, quand on utilise ce type de système-là. Ouais, ça va être très intéressant de voir l'évolution, parce que ça, c'est un premier pas au niveau juridique de voir comment on va voir ça évoluer.
pour voir comment l'intelligence artificielle évolue dans le monde réel. Au moment où on enregistre, on a le chat GPT, justement, qui est le nouveau phénomène qui est là, puis qui déstabilise beaucoup d'éléments sociaux, puis dans lesquels on a beaucoup de misère, puis on voit ce genre de décisions-là. Tout le rattachement de ça ensemble dans une seule chose va être très intéressant à voir comment ça va se former, ça va se modeler. Puis d'ailleurs, le fédéral, son projet de loi, lui aussi, qui a ce volet-là, qui lui est carrément une loi séparée spécifiquement pour l'intelligence artificielle, voir comment tout ça va peut-être modeler comment le fédéral va faire évoluer son projet de loi jusqu'à son adoption. J'ai bien hâte de voir l'évolution parce que ça va changer nos sociétés grandement, autant que l'intelligence artificielle est en train de changer nos sociétés. Le volet juridique qui l'encadre aussi a ce degré d'impact. L'autre point que vous avez abordé, c'est conservation des données. Puis ça, c'est un point important aussi parce que les gens sont plutôt, en tout cas à mon sens, plutôt négligents de ce côté-là. Puis là, la commission a vraiment regardé cet élément-là pour justement l'encadrer, en tout cas du moins donner une décision qui est plus encadrante. Oui, en fait, la CAI veut dire que quand il y a un développement d'un algorithme, il y avait dans un contexte de partenariat ici, la commission avait donné accès à certaines données brutes qui avaient été utilisées pour entraîner cet algorithme-là. Et donc, une fois l'algorithme développé et que la phase de développement était terminée, il fallait que ces données-là devaient être supprimées des serveurs là, du mandataire ayant développé l'algorithme. Donc, ça, je pense que c'est un enseignement clair qui peut être retenu pour le futur. Une autre chose, c'est que justement, dans la phase de développement de l'algorithme, il y a certains documents et fichiers qui ont été générés, qui ont été produits par le mandataire pour la commission. Et puis là, ici, la commission a dit, nous, on conserve ces fichiers-là pour la durée standard pour laquelle on conserve nos documents d'enquête, d'études, de sondage, de statistiques, un peu notre délai de conservation générale pour ce type de documents-là. Et puis là, la commission d'accès est venue dire que c'est pas très clair qu'il y avait une nécessité ici là, de conserver ces fichiers-là au-delà pour une durée de rétention plus grande que celle qui a été le développement de l'algorithme au départ. Et donc, en clair, quand on développe un algorithme, une fois la phase de développement terminée, techniquement, tout ce qu'on devrait conserver, c'est ce qui est nécessaire à l'opération de notre algorithme. Ce qui a été produit en cours de route, qui peut inclure encore des données dépersonnalisées de personnes qui étaient peut-être, ça fait peut-être 10 ans qu'elles sont plus à la commission scolaire, ça devrait être supprimé. Donc, il y a quand même eu un regard sur la conservation des données, ce qui est intéressant parce que on n'a pas beaucoup de lignes directrices là, au niveau de la conservation. Là. Souvent, c'est un critère de nécessité qui est laissé aux organisations. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'orientation sur ces questions-là. Oui, puis ça va donner ça va moduler les choses parce que moi, je vois que les organisations conservent beaucoup trop. Dans ce cas-ci, c'est bien de voir qu'on a une décision qui dit non, vous devez pas conserver, puis on vous le dit, vous devez pas conserver plus loin que ce qui est nécessaire. Là, est-ce que là, on peut questionner ce que la nécessité du jugement que la commission a porté là-dessus? Ça, c'est place à débat. Mais il demeure qu'au moins, ils l'ont dit, si vous devez pas garder plus longtemps que c'est nécessaire, même si vous pensez que peut-être un jour, vous n'aurez besoin, non, vous faites pas ça. Oui, puis je pense que là, le délai, en fait, le délai de conservation qui était proposé par la commission était de 3 ans, un délai qui était dans leur calendrier de conservation. Puis même un délai de 3 ans, la commission d'accès à l'information, elle nous dira, vous devez nous démontrer une réelle nécessité de conserver ces données-là. Là. Donc, vous allez aussi que déjà avoir un calendrier de conservation, c'est bien. Mais c'est pas parce qu'on a un calendrier de conservation que tous les délais qui sont écrits dans ce calendrier-là vont nécessairement être approuvés là, aux yeux de la commission. Oui, c'est ça qui est intéressant, là, parce que justement, ça va, à mon avis, baliser vers le bas. C'est-à-dire que les gens vont conserver de moins en moins longtemps, inutilement, les données, justement. Puis ça, je trouve ça très intéressant parce que d'un point de vue cybersécurité, ces données-là qui traînent sont un danger constant. Donc, si on peut justement, par la force de la loi dans ce cas-ci, inciter les gens à se débarrasser de ces données qui ne leur servent plus rapidement. Et pour moi, c'est un gain assez important au niveau de la protection des données en général. Puis justement, d'enlever un peu d'éléments attractifs
des organisations qui détiennent trop d'informations, parce que les malveillants aiment ça, l'information, c'est ce qu'ils revendent. Donc, si on peut enlever ça, c'est déjà un très bon élément. Puis vous concluez aussi sur le fait, tout le volet d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, qui est un élément important qui, dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, n'est pas encore en application, mais est quand même un bon guide pour justement prendre une décision associée à ces informations-là, justement pour peut-être qu'il aurait peut-être guidé la commission scolaire dans ce cas-ci davantage en amont au lieu qu'une décision vienne tomber comme celle-là. Exactement. On peut penser que c'est probablement une question qui a été posée par la commission dans le cadre de son enquête. L'avez-vous effectué une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée? Dans la décision, la commission n'est pas trop sévère par rapport aux juges de la commission scolaire, considérant que cette obligation-là n'est pas encore en vigueur. Elle rentre en vigueur en septembre 2023 par rapport à tout nouveau projet de développement d'un système d'information, de prestations électroniques de services qui implique communication de renseignements personnels, également pour les transferts à l'extérieur du Québec et également pour les communications à des fins de recherche. Mais donc, ça semble clair maintenant pour toutes les autres organisations qui veulent développer des systèmes d'intelligence artificielle que la Commission d'accès à l'information s'attend à avoir une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et c'est pas juste une question de on va faire ça pour se conformer à ce que la CAI veut, mais c'est également que, comme on peut le voir, il y a des enjeux juridiques complexes qui doivent être analysés en les données qui rentrent, qui sont utilisées pour former l'algorithme, puis ensuite les données inférées, comment est-ce que tout ça respecte les critères de la loi, et puis l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, c'est l'outil, le document qui vous permet justement d'effectuer cette analyse-là. Et donc, ça va devenir un incontournable, je crois, pour ce type de projet-là. Puis on voit que déjà la Commission d'accès à l'information le recommande. Dans un guide qu'elle avait publié avant le dépôt du projet de loi 64, elle référait déjà à l'importance de faire des EFVP quand on utilise les systèmes d'IA. Et donc là, on peut voir que ça va être le cas avec l'adoption des nouvelles dispositions. C'est très intéressant. Moi, j'ai pas d'autres questions par rapport à ça. Je pense qu'on a bien couvert le sujet. C'est sûr qu'il va y avoir prendre d'autres décisions qui vont tomber cette année. Puis d'ailleurs, comme une autre vague de mesures de la loi tombe en application le 22 septembre prochain, ça va être assez intéressant de voir que justement la commission, puis ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la commission est sérieuse dans la démarche, parce que moi, ce que j'entends beaucoup au niveau surtout des PME, les gens n'y croient pas que ça va être mis en application, puis les gens sont fait un peu de déni ou se cachent un peu la tête d'ensemble. Cette décision-là rend clairement que la commission d'accès est très sérieuse dans sa démarche et va mettre en application les nouvelles dispositions de la loi au moment, puis même de façon anticipée dans ce cas-ci, de ce qui s'en vient. Fait que tout ça est très intéressant. Là. Oui, tout à fait. On peut voir que la CAI n'est pas en train d'attendre là, que le 22 septembre arrive patiemment là, avant de se mettre à étudier qu'est-ce que font les organisations puis à réfléchir sur la conformité aux nouvelles dispositions. Donc, je pense que il va falloir redoubler d'efforts pour arriver à une conformité là, d'ici le 22 septembre prochain, là, où est-ce que la grande majorité des nouvelles obligations vont être en vigueur. Oui. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Un plaisir, merci pour l'invitation.